Vous êtes en direct sur la chaîne Twitch de Sunday Night Sport et dans ce live, nous allons échanger avec Madame la ministre des Sports sur le rôle que peut jouer le monde du running dans la lutte contre le réchauffement climatique et la sédentarité. C'est parti. Bienvenue au Paris Running Festival, l'événement qui imagine le sport de demain pour le rendre plus durable et plus éco-responsable. Cet événement est rendu possible grâce au soutien de On Running et de iRun.fr. Bienvenue au Paris Running Festival et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports mais aussi ancienne athlète de haut niveau et vice-championne olympique du 200 mètres d'eau au JO de Sydney. Madame la ministre, un grand merci d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous ? Ça va bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, maintenant que le sport peut reprendre et notamment les courses grand public. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Alors, croyez-moi qu'on n'attend que ça et je crois que je ne suis pas le seul. Et pour m'accompagner dans cet échange, j'ai le plaisir d'être aussi aux côtés de Frédéric Bellouz, co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur. Fred, comment ça va ? Est-ce que toi aussi tu attends la reprise des compétitions ? Alors, bonjour Madame la Ministre, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous. Oui, j'attends avec impatience la reprise des courses, mais je dirais presque plus pour mes athlètes, puisque j'entraîne surtout. Et du coup, ils vont un peu, on va dire, me lâcher un peu avec cette problématique-là, donc ça me fait très plaisir. J'imagine que tu dois trépigner d'impatience, en effet. Madame la ministre, avec plus de 13,5 millions de coureurs réguliers en France et plus de 11 000 événements sportifs organisés chaque année dans l'Hexagone, pensez-vous que la course à pied a peut-être un rôle plus important à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Bien sûr, nous comptons beaucoup sur les coureurs, les amateurs de running, surtout ceux qui se sont aussi découverts pendant cette période de crise sanitaire, qui ont découvert les bienfaits du sport dans la nature, mais de tous les autres sports aussi. Moi, vous l'avez dit, je viens de la natation. Pour nager, on a besoin d'une eau propre, pour courir d'un air sain, pour se balader en forêt, d'avoir un environnement plaisant, sans ordures autour de nous. Donc, évidemment, le sport constitue un terreau très fertile, d'une part pour nous inspirer, nous, politiques, de ce qu'il faut faire aujourd'hui en matière de développement durable et d'attention portée à notre planète, mais aussi un terreau fertile dans la jeunesse qui s'y engage, et les jeunes garçons et filles et les jeunes adolescents, parce qu'on sait que c'est un thème qui leur est cher. Et au travers du sport, au travers des activités sportives qu'ils découvrent dans des clubs, ils peuvent aussi s'engager dans ce qu'on recherche tous aujourd'hui, des outils aussi d'éducation à l'écologie, d'éducation au développement durable pour les générations à venir. Alors Madame la Ministre, vous avez justement parlé de toutes ces personnes qui ont pu découvrir les jours de la course à pied pendant cette pandémie, et vous avez dit ceux qui ont découvert le plaisir de courir à l'air pur, à la nature. Moi je suis entraîneur sur Paris au Stade Français Athlétisme. Et malheureusement, on s'entraîne sur des pistes d'athlétisme qui sont situées en bordure du périphérique. Alors, il n'y a pas que l'athlétisme, les stades de foot, les structures sportives sont souvent localisées dans ces zones-là, et que ce soit Paris ou les très grandes métropoles, parce que je pense aussi qu'il y a une problématique liée au coût des terrains sur lesquels on construit les installations sportives, et qui du coup nous mettent face à une forme de problématique, parce qu'en plus, vous connaissez les horaires d'entraînement des associations sportives, c'est le soir, donc au moment où l'air est le plus dégradé. Du coup, on a une certaine responsabilité vis-à-vis des athlètes qu'on entraîne, et surtout les plus jeunes. Comment on pourrait repenser justement la localisation de nos structures sportives afin de les mettre dans des zones qui soient peut-être plus appropriées à une pratique sportive, entre guillemets, safe, où les athlètes ou les jeunes peuvent pratiquer leur sport dans des conditions de sécurité sanitaire, on va dire, améliorées ou optimales. C'est vrai que sur Paris, on n'est pas aidé, même si, que ce soit avec la maire de Paris, avec la région, avec nous, État, on fait le maximum pour qu'il y ait plus de mobilité douce, y compris dans cette grande agglomération parisienne. Et moi, je suis ravie que le vélo ait pris aujourd'hui une place importante aussi dans les moyens de déplacement lorsqu'on va au travail, mais aussi pour son plaisir, son loisir. Et on accompagne aussi, nous, État, avec un financement très fort sur les pistes cyclables, sur le savoir rouler à vélo, pour qu'il y ait moins de voitures déjà, parce que c'est aussi une solution. C'est pas forcément la localisation des équipements sportifs qui pose problème, mais c'est aussi la circulation du périphérique, comme vous l'avez dit.
Néanmoins, sur les autres villes, les autres agglomérations qu'à Paris, nous essayons de faire en sorte de penser justement la localisation de ces équipements, la configuration aussi de ces équipements. Par exemple, sur les piscines, on promeut aussi aujourd'hui la construction de piscines en plein air, les bassins nordiques, pour qu'il n'y ait pas le problème des chloramines, lorsque que ce soit les sportifs de haut niveau, mais aussi amateurs s'y entraînent, qu'ils ne soient pas gênés par ces problèmes-là chimiques, j'allais dire. Et effectivement, courir dans la nature, faire aussi en sorte que l'espace public et l'espace naturel soient beaucoup plus utilisés aussi par, même si je sais que c'est important de s'entraîner sur une piste d'athlétisme et de faire des exercices à un moment donné, mais alterner les deux sortes d'entraînement et investir beaucoup plus l'espace naturel en toute responsabilité, c'est vers aussi cela qu'on va en lien avec les collectivités territoriales. Madame la ministre, la prise de conscience écologique dans le monde du sport, elle en est encore à ses prémices. Les mentalités doivent encore évoluer, mais heureusement, de plus en plus d'acteurs du sport se mobilisent pour produire de manière plus durable et plus éco-responsable, quitte même des fois à se transformer en profondeur pour ces entreprises, voire même à revoir complètement leurs standards de production. On peut citer par exemple des équipementiers comme On Running ou Iron.fr qui intègrent de plus en plus le RSE et l'éco-responsabilité au cœur même de leur développement, quitte à se transformer mais complètement. Les grands événements sportifs aussi ne sont pas en reste, à l'image du Schneider Electric Marathon de Paris qui, comme vous le savez, depuis 2017 a vraiment opéré un virage écologique. Mais voilà, les exemples sont encore peu nombreux. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être essayer d'embarquer plus d'acteurs dans cette lutte contre le réchauffement climatique et surtout comment on peut aider ceux qui déjà ont amorcé ce combat à aller peut-être encore un peu plus loin? Alors, il faut savoir qu'en France, la prise de conscience aussi sur l'écologie, le développement durable est récente. Ce n'est qu'en 2007 qu'il y a eu un premier ministère de l'écologie. Mais 10 ans plus tard, en 2017, avec un fort engagement, et notamment pendant ce quinquennat pour ce thème, le ministère de la Transition écologique a irrigué dans tous les ministères. Et dans mon ministère, depuis 2017, nous avons un fort engagement. Nous engageons aujourd'hui 350 organisateurs d'événements, 350 événements au travers d'une cinquantaine d'organisateurs, également des gestionnaires d'équipements sportifs. On en a 80 aujourd'hui qui ont signé ce contrat avec le ministère des Sports, un contrat dans lequel on se fixe des objectifs communs en termes de développement durable à atteindre. Ça s'appelle la charte des 15 engagements éco-responsables. Il y a une partie de ces engagements qui touche le sociétal de ces événements, et l'autre moitié qui touche l'attention portée à la consommation d'énergie pendant ces événements, au recyclage des déchets, à l'approvisionnement de proximité pour la nourriture et ce qui est déployé. Et cette charte, aujourd'hui, va faire des émules, je pense, au niveau européen, puisque c'est ce que nous souhaitons porter en exemple pendant la présidence française de l'Union européenne l'année prochaine. J'en ai discuté avec mes homologues des autres ministères des Sports. Encore trop peu de ministères des Sports au niveau européen sont impliqués sur ce thème du développement durable comme nous le sommes en France. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de connu parce qu'on n'en parle pas beaucoup, nous, dans les médias, de ce thème, comme pour le sport santé, auquel nous accordons une grande importance au ministère et auquel moi j'y travaille tous les jours à ce thème. Mais voilà, la bande passante pour médiatique, j'allais dire, pour le sport, c'est surtout les résultats sportifs et pas tout le travail qui est fait derrière. Mais sachez que nous sommes engagés et nous engageons avec nous des fédérations, des organisateurs d'événements, des collectivités, des gestionnaires d'équipements sportifs, pour qu'ils s'engagent aussi de leur côté à responsabiliser les usagers qui viennent, les pratiquants. Et je sais aussi que ça vient de la base, des associations, des gens qui sont en responsabilité et qui ont envie de promouvoir ce sujet et de proposer des idées. Et vous l'avez évoqué, ce qui nous manque peut-être aujourd'hui et ce qui est en train d'arriver, c'est l'engagement des structures commerciales, des partenaires du sport, parce qu'à partir du moment où eux vont faire valoir dans leur responsabilité sociale et environnementale justement des thèmes liés à l'écologie, au développement durable, on sait que ça aura beaucoup d'impact et beaucoup de visibilité et ça engagera aussi, ça trouvera résonance en fait finalement auprès des usagers qui eux aussi sont très intéressés par ce thème, d'autant plus s'ils font du sport et s'ils font du sport en milieu naturel qu'ils ont besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un air sain, d'un espace propre et d'une eau claire. Mais justement, sur cette question de l'engagement des partenaires économiques, industriels, des événements sportifs, et aussi en lien avec ce que vous avez dit sur
la nécessaire question du recyclage des déchets lors des événements sportifs. On a vu depuis la crise sanitaire une explosion des objets à usage unique. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause certains parce qu'il y avait une réelle nécessité sanitaire. Mais du coup, cela pose un problème et on le voit bien aussi sur les événements sportifs avec notamment tout ce qui est problématique eau. Et là, par rapport au running, puisque les ravitaux, on a besoin notamment sur les compétitions de distance de pouvoir ravitailler. Et que les industriels de l'eau sont aussi des partenaires économiques importants de ces événements sportifs et qui ont donc évidemment besoin d'un support de visibilité. Comment on pourrait arriver, ou est-ce qu'on peut arriver, est-ce que c'est le but, à des compétitions zéro déchet ou les réduire de manière drastique tout en prenant en compte l'ensemble de ces considérations et de ces problématiques-là? Notre mode de fonctionnement, c'est pas de donner des réponses, c'est justement nous aussi de poser des questions aux acteurs et que ce soit eux qui viennent avec des solutions, des propositions, que nous puissions les accompagner avec, y compris de l'engagement financier, puisque nous avons une ligne qui peut financer de telles créations, inventions, propositions. Dans ces contrats dont je vous ai parlé tout à l'heure, les organisateurs d'événements viennent avec des objectifs à atteindre, qu'ils se proposent eux-mêmes de mettre en place, d'atteindre, et nous sommes là pour les aider à les mesurer. Donc ça ne se fait pas, c'est pas du descendant, au contraire, c'est vraiment une rencontre entre ce qui est proposé par le terrain, par les acteurs eux-mêmes. Et effectivement, je suis tout à fait consciente qu'on a besoin d'attraper un verre au passage, de boire et de le jeter dans une course. Voilà, quel type de verre, comment on le remplit, comment on ramasse derrière ce qui a été jeté et comment on s'en resserre. Je sais très bien qu'il y a aussi des us et coutumes qu'on peut re-questionner. Je sais qu'au départ d'un marathon, on a l'habitude d'avoir un sac poubelle sur soi pour se garder les muscles au chaud. Et puis, quand on assiste, moi, à une course et que je vois derrière un monceau de sac poubelle en plastique, une fois la course partie, c'est vrai que, ou même des pulls, des sweats qui sont jetés parce qu'à usage unique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a à minima une responsabilité des organisateurs de derrière savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ce plastique ou de tous ces textiles qui sont là, et puis à maxima, essayer d'inventer autre chose ou de changer justement les habitudes au moment de ces courses. Mais du coup, cela nous amène à une autre question. Chaque réponse amène une autre question. C'est finalement le coût au final pour le participant de course sur le prix du dossard. Je vais prendre un exemple assez concret. Lorsqu'il y a eu toute la vague d'attentats ces dernières années en France, les organisateurs d'événements sportifs et notamment en course à pied ont été contraints à certaines obligations en termes de sécurité de manière très logique et normale. C'est pas ça qu'on discute, mais cela a entraîné du coup une augmentation du coût de l'événement qui s'est évidemment répercuté sur les participants. Si à ces problématiques-là qui demeurent, on rajoute des questions liées finalement au recyclage, à l'utilisation peut-être de solutions qui ont un coût mais qui sont utiles. Il ne s'agirait pas de faire de la course, en tout cas de nos événements, quelque chose qui soit finalement réservé à ceux qui ont le plus de moyens pour pouvoir le pratiquer. Et est-ce que du coup, il y aurait une solution dans le fait peut-être d'avoir, sans parler forcément de primes, mais d'accompagnement des organisateurs qui se montrent éco-responsables. On en parlait ce matin sur une conférence du Paris Running Festival, peut-être dans la fiscalité qui entoure les événements sportifs, puisque notamment la billetterie sur les spectacles est à 4% et sur le prix d'un dossard, elle est à 20%. Est-ce qu'il y a des pistes sur lesquelles on pourrait agir pour justement favoriser la mise en place de solutions innovantes et durables sans qu'au final, je vais le dire de manière un peu brutale, le coureur, la coureuse paye le solde de la facture? On ne s'interdit rien, au contraire. Je pense que c'est une démarche qu'il faut entendre et accompagner, à l'image de ce que nous avons fait, par exemple, pour apprendre aux enfants à faire du vélo dans les écoles aujourd'hui en France, où c'est sur un dispositif du ministère de l'écologie que nous sommes allés chercher 20 millions d'euros pour financer les interventions des éducateurs sportifs dans les écoles, pour apprendre le savoir rouler aux enfants. De la même manière, on peut envisager que le ministère des Sports puisse avoir des dispositifs ad hoc pour déjà aussi conditionner les financements
que le ministère propose aujourd'hui sur des événements, sur les fédérations qu'elle finance, pour mettre cela dans les cahiers des charges et que ce soit un peu intégré dans les obligations aujourd'hui que les fédérations mettent en place pour accompagner les organisateurs d'événements. Mais aussi, pourquoi pas, effectivement, créer à minima un label, pourquoi pas une ligne de financement spécifique pour les organisateurs d'événements. Aujourd'hui, un ministère des Sports ne peut subventionner que des associations, pas d'entreprises, et souvent les organisateurs font du coup d'autres structures, créent d'autres structures pour organiser des événements, mais voilà, rien n'est... Je pense qu'avec l'engouement qu'on suscitera aussi à un plus large niveau, au niveau européen, comme je vous disais tout à l'heure, autour de ce thème, puisque ce sera notre thème du ministère des Sports porté au niveau européen l'année prochaine, ça donnera aussi un élan au ministère des Sports pour s'engager plus loin sur ce thème. Et c'est un sujet qui est hautement essentiel, puisque c'est vrai qu'on peut présumer que les coûts qui vont être liés au respect des règles sanitaires vont forcément, il va falloir peut-être un peu plus de staff, il va falloir s'organiser différemment, et ces coûts, est-ce qu'au final, ça ne va pas faire reculer les initiatives qu'ont mis en place les différents organisateurs d'événements sportifs en faveur de l'écologie, puisqu'il y a un moment donné, soit on répercute le prix sur le dossard, mais l'idée, c'est pas non plus de faire des compétitions, comme le disait Fred, réservées qu'à une certaine catégorie de la population, mais les lignes ne sont pas extensibles, donc il faut faire des choix arbitraires. Et c'est vrai que on a pris un peu d'avance sur certains événements et on risque malheureusement, si on ne fait rien, de perdre cette avance-là en raison des coûts de sécurité qui avaient déjà évolué depuis les attentats et là avec la Covid. Donc il y a un risque de retour en arrière qui est à mon avis à prendre en compte si on n'agit pas assez vite. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à un sujet qui est tout aussi essentiel et qui s'intéresse à la sédentarité, qui est certainement la première cause de mortalité évitable dans le monde, selon l'OMS. Il y a une étude de l'ONAPS qui révèle que 4 adultes sur 10 ont un niveau de sédentarité élevé, c'est-à-dire qu'ils passent en moyenne plus de 7 heures assis ou allongés, en dehors des périodes de sommeil. Actuellement, on voit le développement exponentiel du télétravail. C'est très bien que les gens ne perdent pas 2 heures, 3 heures dans les transports parce que je pense qu'ils ont un temps alloué beaucoup plus important et c'est une bonne chose. Mais ça pose des questions de la sédentarité, ça pose aussi des questions de comment on s'alimente le midi parce que quand on est chez soi, peut-être qu'on cuisine un peu moins bien, on peut se laisser un peu plus aller. Est-ce que vous pensez que l'activité physique a un rôle indispensable à jouer contre ce fléau du XXIe siècle qui est la sédentarité ? Alors tout ce que vous avez évoqué, moi je les vois comme des vraies opportunités, notamment pour les associations, les clubs, les éducateurs, également les coachs sportifs qui sont déclarés de manière individuelle, intervenir sur des personnes qui sont en télétravail et qui vont avoir une flexibilité plus grande de leur temps, qui vont économiser 2 heures de transport par jour dans les grandes agglomérations comme l'agglomération parisienne. Ça leur permettra aussi d'accorder ce temps-là beaucoup plus au sport. Donc oui, c'est vrai qu'ils vont passer peut-être plus de temps devant les écrans et marcher un peu moins dans les bureaux, mais en tout cas, ils pourront faire une vraie heure d'activité physique et sportive par jour. Ce qui m'inquiète plus là, dans les temps qu'on a connus, c'est les jeunes enfants qui ont décroché effectivement de la pratique sportive, même si nous avons essayé de maintenir au maximum la pratique pour les mineurs, que ce soit en extérieur, en intérieur, sur le temps scolaire ou associatif. Mais c'est vrai que, et moi je peux le constater avec mes propres enfants, ils se dirigent très facilement vers les tablettes, les écrans, les téléphones. Et après, c'est plus difficile de les décrocher de là. Donc, c'est le travail qu'auront les associations sportives à faire maintenant pour rattraper ce temps perdu, pour leur permettre de retrouver le chemin des clubs, va être essentiel. Et nous allons accompagner ce travail en essayant de casser la barrière financière, en mettant en place ce dispositif passeport pour permettre à 5 millions d'enfants d'avoir, nous on espère la gratuité d'inscription l'année prochaine dans des clubs, puisque les 50 € que nous mettons sur la table pour une inscription vont, je l'espère, être abondés par les collectivités, par des fédérations, par des sponsors aussi, des partenaires du sport, pour pouvoir proposer à ces 5 millions d'allocataires de la rentrée scolaire d'avoir accès à une allocation de rentrée sportive et d'avoir une gratuité pour l'inscription en club l'année prochaine. Maintenant, évidemment, on n'aura pas résolu
tous les problèmes que vous évoquez là. Et c'est pour ça que nous avons aussi un grand programme sport-santé que nous mettons en place, que ce soit dans les écoles ou dans ce qu'on vient de créer, ce réseau des maisons sport-santé. Il y en aura 500 à la fin du quinquennat 2022, 500 maisons sport-santé dans lesquelles on a mis en activité 70 000 personnes en 5 ans qui ne pratiquaient pas de sport avant, qui sortaient de maladies, qui avaient des pathologies et qui aujourd'hui ont découvert les bienfaits du sport et d'une bienveillance aussi individuelle qui leur est proposée par cet accompagnement personnalisé qu'ils trouvent dans les maisons sport-santé. Et du coup, une petite question sur le sport santé, Madame la Ministre, parce que lorsqu'on fait du sport sur ordonnance, pour un peu connaître aussi un peu la question, on est limité par rapport aux prises en charge, et notamment sur les affections de longue durée, les fameuses ALD. Est-ce qu'il serait envisageable d'élargir finalement le recours au sport sur ordonnance, afin que finalement une personne qui ne soit justement pas encore gravement malade puisse pratiquer du sport donc sur ordonnance, afin d'éviter de se retrouver un jour en ALD et là y avoir recours de manière un peu forcée? C'est ce que nous souhaitons faire avec Olivier Véran, avec les parlementaires de la majorité. Nous avons déposé un projet de loi, une proposition de loi qui est passée à l'Assemblée nationale, qui va prochainement passer au Sénat, qui inclut ce thème du sport santé et l'élargissement par un décret de ce décret qui concerne le sport sur ordonnance, pour élargir à des maladies chroniques, pour permettre aussi d'y intégrer le Covid long, donc c'est tout ce qui, toutes les séquelles qu'on ne connaît pas encore pour les personnes, les 2 millions de personnes qui ont subi cette maladie et qui ont été victimes d'un Covid long, qui a duré longtemps. Et puis aussi de permettre à d'autres médecins de prescrire, pas seulement les médecins traitants comme maintenant, mais aussi les médecins spécialistes, et du coup élargir la possibilité qui leur est donnée de connaître les bienfaits du sport sur la santé et de s'engager sur ce thème. Il y a beaucoup encore à faire, il y a énormément de contenu, je pense encore à apporter aussi dans les formations pour les médecins, pour les kinés. C'est un travail que nous devons faire main dans la main avec le ministre de la Santé, avec la ministre de l'Enseignement supérieur. Voilà, depuis le ministère des Sports, on ne peut pas révolutionner le sport santé, mais en tout cas, moi, je m'y attelle. Avec Jean-Michel Blanquer, puisque depuis juillet, nous formons un seul et même ministère, nous avons agi sur la sédentarité dès le plus jeune âge en adoptant une posture très volontariste sur les fondamentaux sportifs qui doivent être délivrés en maternelle dès l'âge de 3-4 ans pour installer le sport chez les jeunes enfants de l'aisance aquatique, donc un apprentissage, une initiation à la natation très tôt, dès l'âge de 3 ans, le savoir rouler à vélo dans toutes les maternelles et les CP CE1 de France. Nous avons les 30 minutes d'activité sportives par jour qui s'ajoutent aux 3 heures de PS sur lesquelles nous insistons beaucoup pour que les professeurs des écoles les mettent en place. Donc des programmes qui commencent à être déployés. Avec la crise, évidemment, on n'a pas pu, parce que et les professeurs et les institutions médicales et Olivier Véran et Frédéric Vidal avaient d'autres sujets à traiter en ce moment. Mais j'espère que l'année qui vient nous permettra de concrétiser tout ce qu'on a déjà démarré. Alors, justement, vous soulignez l'importance du sport pour la santé. On a traversé une crise assez particulière. On est encore un peu dedans. Et durant cette crise, il y a pu avoir une forme d'incompréhension de la part des pratiquants de course à pied, les runners, les runneuses. Déjà avec cette fameuse heure, avec un rayon d'1 kilomètre qui a été vécu un peu comme une bride. Le fait aussi d'être un peu montré du doigt, on l'a vu aussi. Alors, là, je ne parle pas forcément des décisions gouvernementales, mais on a eu ce type de phénomène où les sportifs ne seraient pas forcément très responsables. Qu'est-ce que vous, en tant que ministre des Sports, vous souhaitez dire à tous ces pratiquants qui ont un peu mal vécu cette période où ils avaient l'impression d'être bridés dans leur possibilité de pratiquer leur activité sportive et d'être montrés du doigt, parce que nous, très concrètement, et moi étant sur le terrain, les remontées étant que finalement, entre guillemets, on n'a pas forcément été bien considérés et on estime qu'on était plus une partie de la solution qu'un problème, et on avait l'impression que c'était plutôt l'inverse. Moi, ce que j'aurais à vous dire, c'est qu'il faut arrêter avec les complexes. En fait, aujourd'hui, moi, je me bats pour vous et je me suis battue depuis le début de la crise pour tous les sportifs de France. Nous avons obtenu de la part du président de la République, du Premier ministre de l'époque et de l'actuel, que justement, au plus fort de la crise, lorsque tout le monde était à la maison, d'avoir 1 heure de dérogation pour sortir, courir et faire du sport. Dans la situation qu'on a connue, c'est pas rien.
avoir le mot sport reconnu et inscrit sur une attestation pour justement avoir un motif de sortie alors que tout le monde était enfermé chez soi, c'est pas rien. Et ensuite, on a eu à tous les moments de la crise une prise en considération de tous nos thèmes. Alors, il y en a beaucoup au ministère des Sports, entre l'organisation des compétitions, les professionnels, les amateurs, les petits, les grands, les éducateurs sportifs, les associations, le sport scolaire. C'est énormément de thèmes. Et mis en face de tous les autres thèmes de la société, les cinémas, les librairies, les restaurants, voilà, tous les thèmes, finalement, franchement, je trouve qu'on s'en est bien sorti. À chaque moment, on a été considéré, à chaque moment, il y a eu des annonces fortes dans la bouche du Premier ministre. Évidemment, on ne peut pas détailler l'ensemble des mesures à chaque fois qu'on prend la parole quand on est président de la République. Mais moi, j'ai fait l'effort à chaque fois de donner les informations. Mon ministère a travaillé de manière très rapprochée avec tout le monde, surtout les organisateurs d'événements pour qui il y avait aussi l'enjeu économique et un enjeu de survie. Aujourd'hui, tout le secteur des salles de fitness également qui ont été durement touchées. Je pense que c'est celles avec les organisateurs d'événements de masse qui ont connu les pires difficultés parce qu'on ne pouvait pas se brasser, on ne pouvait pas se rassembler. Et quand vous dites on a été montré du doigt et stigmatisé, je pense que... Pardon. C'était un peu les seuls secteurs avec les discothèques, les restaurants, les bars, les cafés et le sport où il a été acté qu'on ne pouvait pas vivre avec un masque tout le temps. Donc forcément, même si on disait oui, mais chez moi, il n'y a pas de cluster, oui, il n'y a pas de cluster parce qu'on ne fait pas des tests et on ne sait pas si le virus est là, s'il n'est pas là. Mais vu le danger qu'on a et le péril dans lequel on a été pendant près d'1 an et demi, c'était normal qu'on fasse plus attention à ces secteurs. Et c'est pour ça aussi qu'on les a fermés à un moment donné, mais qu'on a mis en face les compensations économiques. Et j'espère que parmi ceux qui nous suivent aujourd'hui, tout le monde a été suffisamment aidé par l'État. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire encore remonter des dossiers. Franchement, on traite les dossiers au cas par cas pour savoir si tout le monde a été entendu. On a traduit la spécificité de nos écosystèmes à Bercy pour qu'ils modulent aussi leurs dispositifs d'aide et que tout le monde soit pris en considération. Les associations ont été considérées comme des entreprises et les éducateurs sportifs aidés comme des salariés de n'importe quelle entreprise. Donc aujourd'hui, je pense honnêtement qu'on a été à la hauteur pour le secteur. Et le président de la République a passé clairement un message en novembre dernier pour dire qu'au sortir de la crise, nous allons faire une grande communication gouvernementale qui, je l'espère, sera relayée par tous les acteurs du sport pour dire que le sport est essentiel dans la vie de nos concitoyens et que c'est un élément, comme vous l'avez dit, indispensable à une bonne santé et pour éviter aussi à l'avenir ce qu'on a connu, c'est-à-dire des personnes qui décèdent d'une maladie parce qu'ils ont des facteurs de comorbidité. C'est ce qui est arrivé là avec le Covid. C'est pas forcément du Covid qu'ils décédaient, mais parce qu'ils étaient diabétiques, en surpoids, mal en point physiquement. Et tout ça, ça peut être évité avec une pratique sportive régulière. Donc on doit promouvoir le sport au quotidien. Des mots qui rassurent. Madame la ministre, il y a une question qu'un grand nombre de coureurs et de coureuses se posent, et moi y compris, et qui concerne la participation évidemment à des grands événements sportifs. Alors, on peut citer par exemple que l'Ultra Trail du Mont Blanc doit se tenir cet été. Il y a aussi le Schneider Electric Marathon de Paris qui doit se tenir le 17 octobre prochain. Croyez-moi qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se posent la question aujourd'hui de se lancer dans une préparation marathon, parce que c'est 12 semaines, c'est beaucoup d'investissement et on a envie que cette préparation aboutisse. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible de maintenir et d'organiser ces grands événements sportifs et populaires dans les meilleures conditions possibles ? Alors moi, je les encourage à se lancer dans la préparation, y compris, vous savez, ceux qui se préparent depuis des années pour participer aux Jeux, à la plus grande compétition mondiale, ils étaient dans la même incertitude que les sportifs amateurs aujourd'hui, passionnés, qui veulent préparer un marathon, un semi-marathon ou une traversée d'un lac à la nage. Il n'y a rien de mieux que le défi, et puis ça motive, et puis ça permet d'avoir une perspective, ça permet d'avoir un quotidien, d'être aussi de partager ces moments-là avec ses amis, avec ses collègues, et c'est de ça qu'on a besoin finalement. Comme on dit, voilà, le chemin vaut tout aussi, tout autant que finalement là où on veut arriver, que la destination finale. Donc déjà, engageons-nous dans ce chemin-là, de l'entraînement, du sport, et ces événements pourront avoir lieu, puisque vous avez vu, on a essayé d'offrir une visibilité qui ne peut être que celle qu'on peut se permettre d'avoir aujourd'hui, vu une progression positive de la circulation du virus, de la vaccination aussi d'un maximum de personnes. Donc une possibilité dès maintenant d'organiser des événements à 50
personnes, mais par bloc de 50 personnes. Donc si quelqu'un veut se lancer d'ici le 9 juin encore dans une telle compétition, c'est pas 50, parce que ça a été aussi peut-être mal expliqué et mal entendu, mal compris. À partir de là, 250 personnes, c'est ça, ou 500 250, moi-même je ne sais plus. Et puis après 2500. Donc c'est 500 personnes et 2500 personnes après le 30 juin. Donc voilà, pour les courses que vous avez citées, on pourra aller dans des jauges à 5000, voire plus, si jamais la situation sanitaire le permet. Et encore une fois, c'est repenser aussi ces organisations d'événements peut-être différemment pour pouvoir gérer les flux. Je comprends bien qu'il y a des coûts, que ce soit en sécurité ou en précautions sanitaires supplémentaires à avoir. Mais voilà, c'est un petit moment difficile à passer et j'espère qu'à partir de l'année prochaine, ça ira mieux. Merci infiniment du temps que vous nous avez accordé, des réponses que vous nous avez données. J'ai une question qui est peut-être un petit peu plus personnelle, mais je vais vous la poser. C'est, est-ce qu'on a le temps de faire du sport quand on est ministre Franchement, j'ai vraiment ressenti ce besoin pendant cette crise sanitaire. Alors, je pense que ça a été le cas pour tout le monde, de se sentir, d'avoir finalement peut-être un peu plus de temps parce que on n'était pas emmené par un flux de l'actualité. On devait à un moment donné rester entre collègues ou ou dans sa famille quand on a été confiné. Et finalement, on a retrouvé le goût des autres, le goût des proches et le goût de faire du sport et de sortir ensemble. Et moi, ça m'a permis de refaire un petit peu de sport. Ouais. J'en avais pas fait depuis 3 ans, ça me manquait beaucoup. Et là, j'ai décidé aussi, pour que dans ma fonction de ministre, je puisse aussi accompagner la reprise et que je puisse aussi me remettre en maillot de bain, courir avec peut-être des coureurs sur les événements que vous avez évoqués, faire un petit triathlon, qui sait, cet été. D'avoir un minimum de remise en forme qui est indispensable. On a hâte de vous voir sur triathlon. En tout cas, on sera au rendez-vous pour suivre ça. Fred, je ne sais pas si tu veux conclure ou si tu as une question supplémentaire. Non, je remercie Madame la Ministre déjà du temps qu'elle nous a accordé. Et puis, comme Guillaume, je suis impatient de vous voir. Alors moi, j'analyserai plus la partie course à pied parce que sur la natation, de toute façon, je pense que vous n'avez pas grand-chose à apprendre. Mais on sera attentif. C'est pour ça que j'ai choisi le triathlon, parce qu'il y en a 3 et j'ai besoin de 3 coachs au moins. À bientôt et encore merci. Merci à vous.